Bienvenue à la non-conférence IFACI dédiée à la transformation des métiers du risque. Merci de votre présence. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin François Gemène, spécialiste en géopolitique des migrations et de l'environnement, pour cette séquence plénière intitulée Entreprises et climat, imminence des risques, urgence de l'action. La facilitation sera assurée par Alexandre Kouchner, à qui je souhaite également la bienvenue. Cette séquence est une introduction à l'évolution des risques environnementaux et leurs conséquences concrètes pour nos organisations. Elle sera suivie ce soir, notez-le bien, d'un atelier de mise en pratique pour nos métiers en fin d'après-midi. Je vous souhaite une excellente conférence et je passe la parole à Alexandre. Bonjour à toutes et à tous et effectivement bienvenue ce matin. Alors, de rapports en tribune, de pétitions en réglementation, on nous enjoint, on nous exhorte à enclencher une transition écologique. Le rôle des entreprises est mis en avant tant pour leur présence dans la vie quotidienne que pour les externalités négatives de leurs activités. Ce sont nos modes de production, de distribution et de consommation qu'il faut faire évoluer et forcément avec elles les normes, les indicateurs et les process internes. Alors, rares sont les entreprises qui sont frontalement contre. Personne ne peut raisonnablement s'opposer à vouloir sauver la planète. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ou plutôt, une fois cet élément de langage posé, comment fait-on? Alors ce matin, je vous propose de sortir des seules injonctions morales pour aborder cette transition écologique d'un point de vue concret et opérationnel. Il n'est évidemment pas question ici de déployer une stratégie totale pour chacune de vos entreprises, mais de nous intéresser aux raisons économiques de cette transformation. Car cette adaptation n'est pas uniquement le fruit d'un discours politique et écologique, la très profonde évolution qui est en cours va bousculer vos business et vos missions. S'y préparer est en réalité aussi nécessaire que profitable. Alors pour que cette discussion soit rationnelle et échappe aux faux débats partisans, je vous propose ce matin un dialogue avec l'un des meilleurs experts français de la lutte contre le réchauffement climatique et de ses enjeux. Chercheur en sciences politiques, expert associé aux séries à Sciences Po, il est spécialiste de la géopolitique du climat et de l'environnement. Il est enseignant à l'Université de Versailles et à l'Université de Liège, et il est également l'un des auteurs principaux pour le GIEC. Notre invité ce matin, c'est François Gemène. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Gemène, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, nous avons tous ensemble 1 heure à passer avec Monsieur Gemène, et si j'aurais le plaisir de mener cet entretien, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser une question dans l'onglet questions-réponses qui est en bas de votre fenêtre Zoom. Elle s'affichera chez moi et je me ferai un plaisir de poser toutes vos questions. Alors, Monsieur Gemène, avant d'aller dans le concret, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réellement transformer toutes ces entreprises, un petit point quand même de mise en perspective de là où nous en sommes. Il y a parfois une difficulté de compréhension entre les injonctions à tout changer tout de suite et la projection des dangers qui sont parfois très lointains. Concrètement, quel est l'horizon et la durée du changement climatique? Je pense que le principal élément dont il faut prendre compte quand on se tracasse de la question de la durée et de l'horizon au changement climatique, c'est la question de l'accélération. Je pense qu'une erreur que nous avons faite, nous chercheurs, y compris au GIEC, ça a parfois été de donner des horizons temporels trop lointains, d'ici la moitié du siècle ou d'ici la fin du siècle, qui, si vous voulez, ont un peu tendance parfois à nous bloquer ou à nous freiner dans l'action. Je vous donne un exemple. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, eh bien, je ne vais pas commencer un régime tout de suite. Je vais continuer à boire de l'alcool et à manger trop, et je vais attendre 2029 pour commencer à faire du sport et à changer de régime alimentaire. Le problème, c'est qu'avec le changement climatique, on ne peut pas se permettre d'attendre jusqu'au dernier moment. Et donc, je crois qu'un défi, c'est concrètement de nous poser des objectifs plus clairs d'année en année. En d'autres termes, de ne pas avoir juste un horizon à la fin du siècle ou au milieu du siècle, mais de pouvoir tracer un chemin qui nous amène année après année vers cet horizon. Alors, quel est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, comme je vous le disais, on fait le constat d'une accélération du changement climatique, c'est-à-dire qu'au cours du XXe siècle, on a gagné environ 1 degré de température par rapport à la moyenne. Nous sommes aujourd'hui autour de 1,3 degré de gagné. On arrivera d'ici une quinzaine d'années, vers 2035-2040, à 1,5 degré.
Et si nous continuons sur cette voie, nous serons, d'ici la fin du siècle, entre 3,5 degrés et 4,5 degrés, donc disons, pour faire simple, autour de 4 degrés. Ça veut dire que ça aura des conséquences dévastatrices, notamment pour les entreprises, et ça veut dire qu'on ne respectera pas les objectifs de l'accord de Paris. Ce qui veut donc dire qu'il faut dès à présent commencer à infléchir la courbe de nos émissions, sinon nous sommes partis pour un horizon d'un réchauffement de l'ordre de 4 degrés d'ici la fin du siècle. Alors, nous allons évidemment discuter avec vous des conséquences de ces 4 degrés, mais je voudrais revenir sur ce point, sur le fait que cette courbe ne cesse d'augmenter, que ces projections ne changent pas. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, toutes les actions enclenchées ont été vaines et qu'il faut vraiment passer une étape supplémentaire? Il faut effectivement passer une étape supplémentaire. Je ne voudrais certainement pas dire que les actions enclenchées jusqu'à présent ont été vaines. Il est certain que s'il n'y avait pas eu ces actions, nous serions dans une situation plus grave que celle que nous connaissons aujourd'hui. Néanmoins, la crise du coronavirus est en elle-même très révélatrice. Nous allons cette année, du fait des mesures de confinement, avoir une baisse de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre comprises entre 7 et 10% vraisemblablement, ce qui veut dire que nous allons nous trouver pour la première fois sur une trajectoire qui nous permette de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et le paradoxe, c'est que nous allons nous trouver sur cette trajectoire, non pas à cause des mesures que nous aurions prises, individus, États ou entreprises, pour réduire nos émissions, mais à cause de mesures sanitaires qui nous sont imposées par un risque de contamination. Et quelque part, il y a le risque, effectivement, d'envoyer aux gens le message que pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, il faudrait au fond que nous mettions toute activité économique entre parenthèses pendant plusieurs mois, ce qui n'est évidemment pas tenable. Et donc, quelque part, nous devons aussi considérer cette crise du coronavirus comme une sorte de signal de réveil quant au fait que nous ne sommes pas du tout sur la bonne trajectoire et que si nous ne nous y mettons pas volontairement, nous risquons d'y être contraints et personne, évidemment, n'a envie de revivre les mêmes mesures que celles qu'on a connues et qu'on connaît encore liées à la crise du coronavirus. Alors, vous venez de nous dépeindre un horizon de plus 4 degrés et même à beaucoup plus court terme de plus 1,5 degré. J'insiste peut-être Oui, sur un tout petit point, pardon, je vous coupe, parce qu'on entend toujours dire que l'objectif de l'accord de Paris, c'est plus 2 degrés d'ici 2100. Mais ce n'est pas plus 2 degrés à partir de 2015, ce n'est pas plus 2 degrés à partir du moment où on a signé l'accord de Paris. C'est plus 2 degrés par rapport au niveau des températures à l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire avant que nous ne commencions à envoyer massivement des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et nous sommes déjà, comme je le disais, autour de 1,3, ce qui veut dire que nous avons déjà parcouru plus de la moitié du chemin vers cet objectif. Il n'y a plus que 7 dixièmes de degré qui nous séparent de cet objectif. d'accord. Donc, je voudrais qu'on ait bien conscience des conséquences de ces modifications-là. Je voudrais que nous parlions maintenant de l'impact que peut avoir ce dérèglement climatique sur les entreprises. J'ai vraiment à cœur aujourd'hui de dépasser l'injonction morale de la transition écologique. Comme je vous le disais, sauver la planète, je pense que tout le monde est pour. Mais je voudrais qu'on comprenne pourquoi et comment les conséquences réelles et directes du dérèglement climatique vont impacter les entreprises. Est-ce qu'il y a dans ce monde à plus 2 à plus 4 degrés des risques opérationnels directs pour les entreprises, c'est-à-dire sur l'approvisionnement, sur la vente, sur la fabrication? Qu'est-ce que ça peut changer très concrètement dans le business au jour le jour? Bien sûr, je pense qu'il faut, comme vous le dites justement, aujourd'hui nous sommes au stade où nous devons dépasser l'injonction morale et où il faut être aussi concret que possible, y compris en montrant aux gens et aux entreprises quelles seront les conséquences concrètes du changement climatique, comment ça va affecter leur activité économique. Et j'ai envie de dire que là aussi, peut-être la crise du coronavirus peut nous servir de leçon. On savait qu'il y avait ce risque sanitaire qui apparaissait parfois un peu lointain, mais pas très concret, et on a vu les conséquences très concrètes sur l'activité économique du coronavirus. De la même manière, le changement climatique va avoir aussi des conséquences très concrètes sur l'activité des entreprises. Et je veux ici détailler ce qui se passe à plus 2 degrés et la différence avec plus 4 degrés. À plus 2 degrés, donc même si l'on respecte les objectifs de l'accord de Paris,
il y aura des impacts, notamment sur les entreprises, auxquels ces entreprises doivent se préparer. Il y aura, par exemple, des températures qui seront forcément plus élevées. Ça aura, par exemple, un impact sur la productivité des travailleurs. Il y a déjà toute une série d'études, notamment du Bureau international du travail, qui simulent ces baisses de productivité des travailleurs parce qu'il fera plus chaud et donc il fera certains jours de l'année, à certaines périodes, même très, très chaud. Il y aura aussi, évidemment, je ne peux pas détailler les impacts concrets pour chaque entreprise, mais il y aura aussi toute une série d'impacts qui seront liés à la hausse du niveau des mers, par exemple. Je prends un exemple avec l'activité d'hôtellerie. De très nombreux hôtels en station balnéaire sont situés au bord de la mer. Ça veut dire qu'un très grand nombre de plages vont quelque part soit se réduire, soit disparaître carrément à cause de la hausse du niveau des mers. Il y aura aussi des impacts très importants sur l'agriculture, c'est-à-dire que certains rendements seront plus favorables à certains niveaux d'élévation de température. À l'inverse, certains rendements seront complètement perdus et il y aura une bien plus grande instabilité des rendements agricoles. Et on sait que de très nombreuses entreprises dépendent aussi de près ou de loin, notamment tout le secteur agroalimentaire, dépend bien entendu des rendements agricoles. Il y aura sur les entreprises énergétiques et sur les entreprises de transport, c'est-à-dire sur toutes les entreprises de réseau, de très importantes perturbations qui seront notamment liées aux catastrophes, liées au changement climatique, notamment au risque de plus en plus fréquent d'inondations, mais au risque, par exemple, de pics de chaleur qui ont aussi des conséquences sur l'approvisionnement et sur certains réseaux. Et donc, il y aura des risques aussi en matière d'infrastructure. Il y aura également des risques opérationnels pour les entreprises qui seront liés aux mesures que nous prendrons pour lutter contre le changement climatique. C'est-à-dire qu'il y aura potentiellement des cadres réglementaires nouveaux avec des limites nouvelles ou des règles nouvelles qui seront imposées. Il y aura aussi, je pense qu'il faut s'en rendre compte, il y aura aussi des demandes nouvelles de la part des consommateurs. De plus en plus, et on le voit déjà, les consommateurs vont exiger de leurs fournisseurs, des entreprises dont ils sont clients, des garanties de durabilité et vont se détourner peu à peu d'entreprises dont ils sauront que l'activité est particulièrement polluante et particulièrement néfaste pour le climat et les ONG mettront de plus en plus en évidence ces impacts. Autre impact, par exemple, dans le secteur bancaire. On sait qu'aujourd'hui, le secteur bancaire est sous une pression importante pour désinvestir des énergies fossiles, ce qui reste aujourd'hui une grosse source d'investissement et pour le secteur bancaire et pour le secteur des assurances. On sait qu'il y a aujourd'hui une demande de plus en plus forte pour proposer des produits d'investissement durable et on sait que les investissements dans les énergies fossiles, par ailleurs, sont devenus de moins en moins rentables. ExxonMobil, qui jadis était le champion de l'économie américaine, vient de quitter l'indice Dow Jones il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'il n'était plus considéré parmi les 30 entreprises les plus représentatives de l'économie américaine. Donc, on voit toute une série d'impacts divers, à la fois opérationnels, mais aussi en fonction des mesures que l'on prendra pour lutter contre le changement climatique. J'insiste sur un type d'impact dont on a vu l'importance avec la crise du coronavirus, c'est sur les impacts en termes de santé. Le changement climatique aura également beaucoup d'impacts sur les maladies transmissibles. Je pense à des maladies comme la dengue, la malaria, la chikungunya ou la maladie de Lyme, qui sont soit en résurgence dans certaines régions, soit dont la distribution géographique est profondément modifiée. Si je prends l'exemple de la malaria, qui est une maladie qui, comme vous le savez, se transmet à cause de moustiques, eh bien, les moustiques aujourd'hui se déplacent à de plus hautes altitudes dans des régions dans lesquelles ils étaient absents jusqu'ici, simplement parce que les conditions de température et d'humidité varient. Ce qui veut dire que des régions qui jusqu'ici se pensaient immunisées de la malaria, désormais sont concernées par la malaria. Et on peut tout à fait imaginer, malheureusement, que certains virus et bactéries apparaissent à des niveaux de température plus importants. Par exemple, si le pergélisol, c'est-à-dire la couche du sous-sol qui est gelée en permanence en Sibérie et dans le nord de l'Alaska, venait à fondre, eh bien, on sait que le pergélisol contient des virus et des bactéries qui nous sont encore inconnus et donc potentiellement, ce pergélisol contient le virus de la COVID-20 ou de la COVID-21. Je n'ai pas besoin de faire un dessin aux auditeurs
pour qu'ils comprennent les conséquences que ça impliquerait. Dernier point peut-être, si l'on passe de 2 degrés à 4 degrés, quelles seront les différences majeures? Il y aura d'abord évidemment une exacerbation des impacts que je viens d'expliquer, et surtout, nous allons passer dans une autre dimension sur 2 aspects au moins. Le premier aspect, c'est la question de l'habitabilité de la planète. Aujourd'hui, nous avons des activités économiques un peu partout sur la planète. Il y a des marchés un peu partout sur la planète parce qu'il y a des habitants un peu partout sur la planète. Si nous passons de plus 2 à plus 4 degrés, ça veut dire que littéralement, certaines zones du globe vont devenir inhabitables. Inhabitables en raison de températures trop élevées, inhabitables parce qu'elles sont inondées en permanence, ou inhabitables parce que toute culture y sera devenue impossible et que donc il va falloir redistribuer géographiquement la population à l'échelle de la planète. Donc ça, c'est le premier curseur. Si on passe de plus 2 à plus 4, un curseur d'habitabilité. Le deuxième curseur qui change de dimension, c'est celui des seuils de rupture. Les seuils de rupture, ce sont des moments d'emballement du système climatique où, en quelque sorte, le changement climatique s'emballe, se nourrit automatiquement par lui-même sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour ralentir la machine. Et si l'on a choisi 2 degrés comme objectif à l'accord de Paris, c'était notamment parce qu'en deçà de 2 degrés, les scientifiques pouvaient assurer que le risque d'atteinte de ces seuils de rupture était quasi nul. Mais si nous les dépassons et si nous arrivons à 4 degrés, voire davantage, il y a un véritable risque d'emballement de la machine climatique, par exemple sur une modification des courants marins. On sait que sans le Gulf Stream, la température moyenne en Europe serait 15 degrés inférieure à ce qu'elle l'est aujourd'hui. Et là, évidemment, le changement climatique s'emballerait complètement sans que nous puissions plus rien faire pour l'arrêter. Alors, il y a énormément d'éléments de risque qui sont vraiment la profession de celles et ceux qui nous écoutent, que vous venez de mentionner. Donc, je voudrais revenir peut-être un tout petit peu sur certains aspects que vous venez de toucher. Vous avez parlé à l'instant du risque réglementaire. C'est-à-dire qu'à cet environnement opérationnel que vous avez très bien décrit, qui sera dégradé, il va y avoir du coup une inflation et peut-être une instabilité réglementaire. Est-ce que vous avez une idée, non pas qu'elle soit précise et exacte, mais de ce que ça pourrait dire concrètement? Est-ce que ça voudrait dire que certaines opérations seront interdites par les pouvoirs publics, qu'il y aura un quota d'émissions de CO2? Dans votre esprit, qu'est-ce que ça peut être ce risque réglementaire? Au moment où Donald Trump envisage de sortir de l'accord de Paris en 2017, il y a une publication d'une lettre ouverte de la part des principaux PDG des grosses entreprises américaines, y compris des entreprises très polluantes comme Exxon ou DuPont, qui demandent paradoxalement à Donald Trump de ne pas sortir de l'accord de Paris, qui lui demandent de rester et qui lui disent, je résume leur message, ce que nous redoutons encore plus que d'éventuelles contraintes réglementaires, ce que nous redoutons encore plus, c'est un climat d'instabilité et d'incertitude par rapport à les réglementations dans le futur. Si nous voulons adapter nos business models, si nous voulons adapter nos chaînes de production, si nous voulons faire des investissements aussi de transformation de l'outil de nos entreprises, nous avons besoin de connaître le cadre réglementaire qui s'imposera à nous pendant les prochaines années. C'est cela que l'accord de Paris essaye précisément de faire. On dit parfois que cet accord n'est pas contraignant, et c'est vrai, mais néanmoins, il fixe un cadre clair de coopération avec des objectifs clairs. Toute la question, et c'est notamment un des enjeux de ce qui va se décider l'année prochaine à la conférence de l'ONU à Glasgow, la COP26, c'est de savoir comment chaque État va mettre en œuvre son budget carbone et ses objectifs. Par exemple, est-ce qu'on va maintenir un marché des émissions de gaz à effet de serre, le marché du carbone, comme cela existe pour le moment au sein de l'Union européenne? Est-ce que certains pays vont adopter une taxe carbone pour faire cela? Est-ce que l'on va fixer par une intervention sur le marché un prix fixe du carbone? Aujourd'hui, la priorité sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est sur la nécessité de fixer le prix du carbone dans la durée, de manière à pouvoir intégrer, y compris dans la comptabilité des entreprises,
les externalités négatives de leur choix économique, en d'autres termes, les impacts sur le changement climatique, de manière à pouvoir les faire rentrer dans la comptabilité des entreprises, de manière à ce que les choix d'investissement puissent se faire en fonction de cela. Le problème que les entreprises ont eu jusqu'ici, c'était la grande instabilité du prix du carbone qui ne permettait pas une vue à long terme, qui ne permettait pas de faire des investissements durables. Et aujourd'hui, vraiment, chacun s'accorde à dire que la priorité, c'est la fixation de ce prix du carbone. La question, c'est de savoir comment nous allons faire. Soit on va le fixer par une sorte de réglementation qui va, par exemple, imposer un budget carbone maximal à chaque entreprise, soit nous allons le faire via la fiscalité écologique, soit via des subsides, soit via des taxes, soit enfin nous allons garder la logique du marché du carbone qui était celle que nous connaissions jusqu'ici, avec potentiellement une intervention du régulateur pour fixer un seuil en dessous duquel le prix du carbone ne pourrait pas tomber. Mais donc, ça sera vraiment le gros enjeu des prochaines négociations. Je sais qu'on a parfois tendance à considérer que ces négociations sont inutiles ou ne servent à rien, mais elles vont nous poser la question fondamentale, est-ce que nous passons par la voie de la réglementation, par la voie de la fiscalité ou par la voie des marchés pour stabiliser le prix du carbone, ce qui est, je dirais, l'impératif qui est reconnu par tous et demandé à la fois par Greenpeace et par les compagnies pétrolières. Lorsque l'on écoute toutes ces pistes-là, et c'est d'ailleurs une critique un peu récurrente, ou du moins une interrogation qui revient, dès qu'on présente la transition écologique, elle se présente souvent sous la forme de coûts d'investissement de transformation, de taxes, vous venez de le dire, de quotas. Ça veut dire que l'écologie, ça ne peut être qu'une charge pour les entreprises? Certainement pas. Pour deux raisons, je dirais. D'abord parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont les plus en avance dans l'anticipation des risques climatiques, mais aussi dans l'anticipation des mesures que nous prendrons pour réduire nos émissions, y compris dans l'anticipation des demandes du marché, sont des entreprises qui se trouvent aujourd'hui davantage concurrentielles. Nous sommes en train de parler en ce moment sur Zoom. La capitalisation boursière de cette entreprise de télécommunications aujourd'hui dépasse le montant de la capitalisation boursière des 5 principales compagnies aériennes américaines. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. J'ai parlé d'ExxonMobil, qui était donc le géant pétrolier américain, qui est sorti du Dow Jones il y a quelques semaines et qui désormais s'est fait dépasser en termes de capitalisation boursière par le géant américain des énergies renouvelables. Ça veut donc dire aujourd'hui qu'il y a un tel développement des énergies renouvelables que les renouvelables passent devant les fossiles en termes de capitalisation boursière. Je raconte une autre histoire dans l'industrie de l'automobile. Vous savez que le secteur automobile américain a connu de graves difficultés il y a quelques années, qui est notamment dû au fait que Toyota était devenu le premier constructeur automobile américain et que Ford et General Motors paraissaient quelque part à la traîne par rapport au marché. Et ce qui a permis à Toyota de s'imposer sur le marché américain, c'était son modèle hybride, la Prius. Toyota était le premier constructeur à développer des voitures hybrides massivement et à leur donner un design très identifiable parmi ses autres modèles. Et c'est ça qui a permis à Toyota de s'imposer sur le marché américain et de dépasser les constructeurs américains qui n'avaient pas anticipé cette nouvelle demande du marché. Et donc, vraiment, ça peut d'une part procurer un avantage concurrentiel à toute une série d'entreprises, notamment en anticipant les demandes du marché. Et puis plus globalement, je dirais politiquement, effectivement, un problème que l'on a, c'est qu'on voit toujours la lutte contre le changement climatique comme une sorte de contrainte qui va imposer des coûts, qui va imposer des efforts, qui va imposer des sacrifices et des investissements. Je pense que ça tient au fait que nous ne sommes pas encore parvenus à faire de la lutte contre le changement climatique un véritable projet politique et industriel. Et que quelque part, comme nous le voyons toujours comme une contrainte, nous allons toujours essayer de trouver des moyens d'y échapper, de contourner la contrainte, et c'est normal, l'esprit humain est constitué de la sorte, mais je crois que le grand défi, qui est aussi un défi industriel, ça sera non seulement d'avoir une vision claire des risques auxquels nous voulons échapper et que j'ai décrit il y a quelques minutes, mais d'avoir aussi une vision claire du monde vers lequel nous voulons aller. C'est-à-dire quelle va être l'économie
de demain, quelle va être la société de demain, comment allons-nous manger, comment allons-nous consommer, comment allons-nous nous déplacer. Eh bien, je crois que ça, c'est vraiment un modèle à construire ensemble. Ce n'est pas un hasard s'il y a eu tellement d'appels et tellement de tribunes pendant le confinement sur ce monde d'après, parce que chacun sent bien, je crois que nous sommes à un moment charnière où il va falloir effectivement dessiner les contours de ce monde d'après, et c'est une aspiration très largement partagée par les citoyens européens. 7 Français sur 10 souhaitent que nous ne revenions pas au monde d'avant, même une fois que nous sommes sortis de la crise du coronavirus. Et donc, c'est aussi un défi pour les entreprises de pouvoir voir comment elles vont pouvoir aussi dessiner l'économie d'après, et ça leur donnera non seulement un avantage concurrentiel, mais ça leur permettra de voir la lutte contre le changement climatique comme un projet industriel et pas seulement comme une contrainte réglementaire. Alors, vous abordez la question cruciale du projet industriel, donc des choix économiques. L'un de nos spectateurs ou de nos spectatrices demande à partir de quel niveau le prix du carbone aura-t-il un impact réel sur les choix économiques? Soyons clairs, le prix du carbone aura un impact réel sur les choix économiques. Je le mettrai si ce prix est d'au moins 35 € par tonne. Et certains économistes recommandent même d'aller jusqu'à 50 € par tonne de manière à véritablement influer et orienter les choix économiques. Actuellement, le prix du carbone reste inférieur à ce niveau, et il y a même eu des années jadis, à la grande époque du marché du carbone du protocole de Kyoto, où ce prix du carbone est parfois tombé sous 1 €. C'est-à-dire qu'au moment du lancement du protocole de Kyoto en 2013, on fixe un prix du carbone à 20 € et quelques mois à 20 € la tonne, et quelques mois après, ce prix tombe en dessous d'1 €. Et donc la très grande volatilité du prix du carbone dans le protocole de Kyoto a véritablement ralenti la transition énergétique. Et j'aurais tendance à dire effectivement qu'aujourd'hui, il faut le fixer à un niveau d'au moins 35 € par tonne pour pouvoir influencer réellement les choix stratégiques industriels. Dans ces choix stratégiques et industriels pour les entreprises, ce qu'il convient de prendre en compte, c'est évidemment l'environnement concurrentiel. Dans Bien sûr. notre économie où les concurrents sont mondiaux, il peut y avoir chez certaines entreprises françaises ou européennes qui s'imposent des normes qui les rendent parfois un peu moins compétitives, ou qui en tout cas les mettent dans une situation de désavantage face à des entreprises asiatiques. L'impression que, en réalité, ces entreprises, je ne dirais pas qu'elles se sacrifient, mais en tout cas qu'elles s'imposent des règles que les autres ne suivent pas, et donc, ce faisant, sont perdantes sur un peu tous les tableaux. C'est-à-dire qu'elles perdent en marge de manœuvre économique et stratégique, et en même temps, ça ne signifie pas nécessairement qu'elles améliorent l'état du climat. Comment répondre à cette critique-là? C'est effectivement une impression tout à fait compréhensible et légitime, et je dirais qui était même ancrée dans la réalité à l'époque du protocole de Kyoto, où seuls 37 pays, les pays les plus industrialisés, devaient faire l'effort de réduire leurs émissions, tandis qu'en quelque sorte, les autres pays qui certes participaient au protocole, comme la Chine ou comme l'Inde, qui participaient au protocole, mais qui néanmoins ne s'étaient pas vus imposer le moindre effort de réduction de leurs émissions. C'est précisément quelque chose qui est corrigé par l'accord de Paris, qui est donc un accord universel qui va quelque part considérer que l'effort doit être partagé par tous. Alors, soyons clairs, bien entendu, on ne peut pas demander le même effort à toutes les entreprises, parce que certaines sont plus polluantes que d'autres, et aussi parce que certaines ont une responsabilité historique plus grande que d'autres. On comprend bien qu'une entreprise canadienne devra sans doute être soumise à une plus grande contrainte qu'une entreprise burkinabé, par exemple. Mais ce que dit l'accord de Paris, c'est que l'ensemble des pays s'engagent à faire un effort, et que donc l'effort est partagé équitablement entre l'ensemble des entreprises, y compris les entreprises chinoises ou vietnamiennes. C'est-à-dire que l'époque où ces entreprises n'étaient plus soumises à un budget carbone, n'étaient plus soumises à un effort commun, cette époque est révolue depuis l'accord de Paris, qui ne met pas tout le monde sur un pied d'égalité, mais qui vise à mettre tout le monde dans le même bateau selon une logique équitable. Et donc, les entreprises européennes, et notamment françaises, ne doivent plus du tout penser qu'elles sont les seules à faire des efforts. Les entreprises chinoises sont aussi soumises à des contraintes environnementales de la part du gouvernement chinois, contraintes environnementales qui sont d'ailleurs bien plus fortes
qu'on ne se l'imagine souvent. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment pouvoir dire que l'accord de Paris, et c'est un de ses objectifs essentiels, corrige ce biais du protocole de Kyoto et s'impose à l'ensemble des pays de la planète, enfin presque à l'ensemble, puisque les États-Unis, vous le savez, en sont sortis. Vraisemblablement, ils devraient revenir à l'intérieur de l'accord. Alors, nous parlons depuis tout à l'heure de carbone, de prix du carbone, de gaz à effet de serre. L'un de nos spectateurs ou de nos spectatrices demande si la priorité sur le carbone, au détriment par exemple de la biodiversité, peut-elle être un risque? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un effet un peu tunnel à juste se focaliser uniquement sur ces émissions et à ne pas voir l'ensemble de la chaîne des risques? Absolument. Il est certain qu'en termes, je dirais, d'agenda politique et médiatique, ça ne surprendra personne, le changement climatique s'était imposé ces dernières années comme le problème numéro un à résoudre. J'ai envie de dire que le coronavirus, d'une certaine manière, remet cela un peu en perspective, puisqu'on sait que l'origine du virus se trouve largement dans les contacts entre la faune sauvage et l'être humain. On a parlé du pangolin, on a parlé de la chauve-souris, et des recherches futures nous diront ce qu'il en était exactement. Mais ce qui est certain, c'est que ce virus était plutôt la maladie, la Covid était une zoonose, c'est-à-dire une maladie transmise de la faune à l'humain. Et aujourd'hui, je dirais les 3/4 des maladies émergentes infectieuses sont des zoonoses. Les principales épidémies qu'on a connues par le passé, qu'il s'agisse du sida, qu'il s'agisse d'Ebola, qu'il s'agisse de la grippe aviaire, qu'il s'agisse de la grippe H1N1, toutes ces maladies étaient aussi des zoonoses. Et donc, quelque part, la crise du coronavirus met l'accent sur la nécessité de préserver les milieux naturels et la biodiversité de manière à réduire ces interactions entre la faune sauvage et les humains. Et donc, il est possible que médiatiquement et politiquement, ça rééquilibre un peu la balance. Le gros enjeu, je crois, c'est de bien comprendre les interactions et les liens profonds qu'il y a entre ces différents problèmes environnementaux. Un concept qui, je pense, les embrasse et permet de les conceptualiser dans leurs interactions et dans leur caractère systémique, c'est le concept d'anthropocène. C'est-à-dire, selon les géologues, l'époque géologique nouvelle dans laquelle nous sommes désormais entrés, littéralement l'âge des humains, et qui se caractérise par le fait que nous sommes devenus les principales forces de transformation de la planète. Alors, ça peut sembler être un concept un peu théorique et peu concret, mais je crois que c'est néanmoins un concept qui permet, quelque part, de relier entre elles les différentes modifications que nous imposons à notre environnement et la manière dont nous sommes aussi reliés à cet environnement. Et effectivement, un défi en termes de communication et aussi un défi politique et économique, je crois, c'est de mieux comprendre aujourd'hui ces interactions et la façon dont elles menacent les grands équilibres de la planète. Et donc, effectivement, peut-être a-t-on mis un peu trop l'accent sur le climat, mais en même temps, il faut dire aussi que le climat reste aussi largement une matrice de toute une série d'autres enjeux environnementaux et demande une action particulièrement urgente. Alors, parmi ces actions, et on en parle depuis le début de cette matinée, il y a évidemment la transition que doivent opérer les entreprises. Juste une dernière question sur la difficulté parfois de tenir ce discours, et c'est une question rapide avant que nous basculions dans la partie des solutions, des actions concrètes à mettre en place. On parle beaucoup des entreprises, on parle beaucoup de la transition des entreprises, évidemment à cause de leur impact, évidemment à cause de leur présence parfois mondiale, mais est-ce que ce n'est pas parfois un peu les placer en bouc émissaire de cette transformation? Qu'en est-il du rôle des citoyens et du rôle des États? C'est un triptyque, j'imagine. Comment est-ce qu'on doit balancer ces pouvoirs? C'est une question qui fait écho à une question que je viens de recevoir, qui dit on demande beaucoup aux entreprises, quid des citoyens et de l'écologie individuelle? Et moi, je rajoute celle des pouvoirs publics, le rôle des pouvoirs publics là-dedans. Il y a aujourd'hui, lorsque l'on cherche à définir, j'ai pas envie de dire la responsabilité, mais lorsqu'on cherche à définir qui doit agir en premier et sur les épaules de qui doit reposer le poids de l'action, il y a effectivement une tendance, quelque part, à se rejeter un peu la balle ou la faute mutuellement entre citoyens, pouvoir public et entreprises. Les
les gaz à effet de serre que nous contrôlons par nos comportements de consommation individuelle représentent, selon les pays, entre 25 et 40% des émissions de gaz à effet de serre. En France, par exemple, c'est à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre qui sont déterminées par les choix que tous et toutes individuellement nous allons poser dans la manière dont nous faisons nos courses au magasin, dans la manière dont nous nous transportons, dans la manière dont nous nous chauffons, etc. Ensuite, le reste est évidemment quelque part de la responsabilité des pouvoirs publics et des entreprises. Mais je dirais que le problème aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a une sorte d'aliénation chez les gens entre ce qu'ils considèrent comme leur comportement individuel, ceux sur lesquels ils ont une prise, et les choix collectifs qu'ils vont poser. J'entends très souvent en conférence les gens qui me disent « Oh, mais ça, c'est la responsabilité des gouvernements et des entreprises. Nous n'avons rien à voir là-dedans. » Ce n'est pas possible, dans une démocratie et dans un régime capitaliste, de se dire que nous n'avons aucune responsabilité en tant que citoyens par rapport aux choix qui sont posés par des gouvernements que nous élisons, même indirectement, ou par rapport aux choix qui sont posés par des entreprises dont nous sommes soit les consommateurs, soit les actionnaires. Et donc là, je crois qu'il faut pouvoir redonner quelque part aux gens une certaine forme de maîtrise et de prise sur les choix collectifs qui seront effectués par les pouvoirs publics ou par les entreprises. Parce que c'est parfois trop facile de dire c'est aux entreprises d'agir, en oubliant que ces entreprises ont aussi des consommateurs, ont aussi des actionnaires et sont aussi régulées par les pouvoirs publics. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le grand défi, ce n'est pas tellement de se dire est-ce que c'est aux consommateurs, aux entreprises ou aux pouvoirs publics d'agir, c'est de mettre l'ensemble de ces actions alignées les unes avec les autres pour éviter précisément cette déconnexion entre les comportements qu'on a individuellement et nos choix collectifs. Alors, bien entendu, il ne faut pas non plus, quelque part, se voiler la face et nier le fait que les entreprises peuvent aussi influencer sur les choix du consommateur. Une des raisons qui font, par exemple, que sur le marché automobile, les SUV sont tellement demandés aujourd'hui par les consommateurs, c'est parce que les constructeurs automobiles ont mis l'accent sur ces modèles dans la publicité, dans les offres qui sont proposées par les concessionnaires ou à l'occasion d'opérations commerciales spéciales. Et donc là aussi, il y a une responsabilité des entreprises. Aujourd'hui, la principale source des augmentations d'émissions de gaz à effet de serre en France, c'est l'explosion des SUV dans le parc automobile français. Donc là, il y a aussi, bien entendu, une responsabilité des entreprises, mais soyons clairs, les pouvoirs publics devraient mieux réguler cela et les consommateurs devraient aussi, je pense, être davantage, quelque part, au courant et informés de leur empreinte carbone réelle. Donc moi, je n'aime pas cette idée où on va chercher à se renvoyer la balle et la responsabilité. Je pense que l'enjeu, c'est d'essayer de réduire cette déconnexion entre choix individuels et choix collectifs. Alors, vous parliez à l'instant de la nécessité pour les entreprises, pour chacun, pour les pouvoirs publics aussi, d'agir. Reste maintenant à savoir comment le faire. Et là, on va rentrer réellement dans le concret des choses et j'ai plusieurs questions là-dessus que je voudrais vous adresser. La première, c'est, vous venez de le dire, il faut pouvoir faire un diagnostic. Monsieur Galli nous demande comment réaliser une analyse de risque climatique à l'échelle d'une entreprise en prenant en compte ces types d'activités et leur localisation. Et une autre de nos premières questions, là aussi dans cette idée de donner des outils aux entreprises, est comment accéder à des simulations d'impact à 1,5 degré à une maille suffisamment fine pour pouvoir les utiliser d'un point de vue pratique pour une entreprise. Alors, c'est une question très importante et qui a évidemment un impact opérationnel direct et très concret pour les entreprises et pour lesquelles aujourd'hui, quelque part, je ne veux pas dire qu'il y a un déficit scientifique, mais en tout cas, il y a un véritable déficit d'information pour les entreprises, notamment parce que les modèles que nous produisons, forcément pour le GIEC, sont des modèles globaux, mais quelque part, quand on vous dit c'est 2 degrés en moyenne ou c'est 1 mètre d'élévation du niveau de la mer en moyenne, ça ne vous dit pas grand-chose pour votre entreprise en particulier. Pour votre entreprise en particulier, vous avez besoin de savoir ça sera combien de degrés exactement et à quel rythme d'augmentation, ça sera quel niveau d'élévation du niveau de la mer si vous dépendez de la mer. Et donc, effectivement, il y a un diagnostic qui doit être fait par chaque entreprise. Et effectivement, les scientifiques
peuvent aider. Il y a aujourd'hui des bureaux de consultance qui peuvent réaliser cela, mais dans la plupart des entreprises, ce n'est pas encore fait. Je vous donne simplement un exemple avec un diagnostic que je suis en train de réaliser pour le moment, qui est pour l'armée française, qui évidemment n'est pas une entreprise, mais néanmoins une énorme machine qui est aussi soumise à des contraintes opérationnelles considérables, qui va nous demander une analyse de vulnérabilité de ces bases militaires, qui sont évidemment un peu partout dans le monde, de ces équipements, et il y a des impacts qu'on ne soupçonne pas. Par exemple, les sous-marins de la flotte, notamment de la flotte nucléaire française, comme vous le savez, s'orientent grâce aux sonars. Les sonars fonctionnent à partir de l'analyse des différences de température entre les différentes couches d'eau dans l'océan. Et comme la température des océans va considérablement se transformer et augmenter, il y a un risque que les sonars ne parviennent plus à se repérer, et donc potentiellement un risque que les sous-marins ne parviennent plus à s'orienter. Je vous laisse imaginer le scénario catastrophe si on a un accident avec un sous-marin nucléaire. Et donc, il faut adapter ces sonars. De la même manière, les hélicoptères de l'armée ne volent pas de la même façon dans une atmosphère réchauffée. La capacité de portance des pales d'hélicoptères est différente dans une atmosphère réchauffée. Donc, il faut pouvoir envisager ces investissements sur de long terme, évidemment, parce qu'on ne remplace pas les hélicoptères tous les 2 ans. Il y a également des impacts très concrets sur les rations alimentaires distribuées aux militaires dans certaines zones d'opération extérieure, etc., etc. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une analyse de vulnérabilité assez complète, mais c'est un travail qui doit être entrepris. Et vraiment, je voudrais inciter chaque entreprise aujourd'hui à commencer dès à présent à faire ce travail d'analyse de vulnérabilité et de diagnostic. Il y a des chercheurs qui peuvent aider. Il y a, comme je disais, des entreprises de consultance qui sont spécialisées sur ces questions. Si on n'a pas ce diagnostic, eh bien, il y a de fortes chances, ou plutôt de forts risques, que l'entreprise, à un moment donné, voit des risques climatiques perturber son activité sans qu'elle les ait anticipés. Et donc, vraiment, c'est un diagnostic, à mon avis, utile à faire dès maintenant. Vous venez à l'instant de mentionner l'armée française, dont on comprend, surtout à vous écouter, les enjeux stratégiques. Vous avez parlé avant des grandes industries automobiles ou extractives, et on comprend très bien l'importance pour ces très grandes entreprises qui, en plus, ont une responsabilité peut-être plus élevée que d'autres dans le dérèglement climatique, de s'ajuster. Mais est-ce que ça doit réellement concerner toutes les entreprises? C'est-à-dire, pour les TPE ou pour les PME, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde? Parce que, OK, le fait que les hélicoptères ne volent pas aussi bien dans un air réchauffé, c'est très important. Mais quand on est une PME, qu'est-ce qu'on doit regarder? Comment est-ce qu'on s'organise? Alors, bien sûr, toutes les PME ne disposent pas de sous-marins nucléaires ou d'hélicoptères, évidemment. Et toutes les PME n'ont pas des réseaux comme les grandes entreprises, quelque part, ne sont pas soumises immédiatement à des aléas climatiques très importants sur leur activité. Néanmoins, je crois qu'à l'échelle d'une PME et même d'une TPE, je pense qu'il faut regarder 3 choses. D'abord, est-ce qu'il y a des éléments de l'activité de cette entreprise qui pourraient être concernés par des risques climatiques, y compris sur l'infrastructure, par exemple. Est-ce qu'il y a certains lieux de production qui sont en zone inondable ou qui risquent d'être affectés par des vagues de chaleur, par exemple? Et donc, selon le type d'entreprise, potentiellement, il y aura un impact climatique direct. Ensuite, l'autre question, c'est la question de l'empreinte carbone et du bilan carbone de l'entreprise. Même les PME, même les TPE devront quelque part être soumises réglementairement à l'avenir à une réduction de leur bilan carbone. Et donc, ça veut dire que chacun, en quelque sorte, devra faire des efforts. Ce qui est important, ce n'est pas le chiffre absolu du bilan carbone, mais c'est de voir la trajectoire de réduction que toute entreprise va prendre. Et donc, c'est utile pour chaque entreprise aussi de faire son bilan carbone et de voir comment, dans ces processus de production, on peut réduire quelque part ce bilan carbone et en tout cas se placer sur cette trajectoire. Et puis, le troisième aspect qui est à prendre en considération aussi pour les petites entreprises, c'est de voir l'évolution du marché et l'évolution de la demande du marché. De plus en plus, et tous les sondages d'opinion le montrent, les gens font de plus en plus attention
à la manière dont sont produits les biens et les services qu'ils achètent. Et donc, il va y avoir une demande de plus en plus forte du marché et des consommateurs pour cela. On le voit, par exemple, je prends un exemple d'une petite entreprise comme les restaurants. Avant la crise de la vache folle, personne ne se demandait véritablement quelle était l'origine de la viande qui était mangée et qui était servie dans les restaurants. Depuis la crise de la vache folle, tous les restaurants ont un petit panneau, ils doivent afficher l'origine des viandes qu'ils servent à table. Très vraisemblablement, dans le futur, les gens vont s'interroger de plus en plus sur l'empreinte carbone et sur le bilan carbone de tel ou tel aliment ou de tel ou tel plat. Et toute une série de restaurants ont déjà commencé à afficher le bilan carbone, en plus du bilan calorique, de tel ou tel plat. Ça sera des évolutions du marché qui vont concerner, y compris une toute petite entreprise comme un restaurant ou une brasserie, qu'on imagine a priori peu concernée par le changement climatique, mais qui va aussi y être confrontée. Je crois qu'il faut vraiment envisager aujourd'hui que le changement climatique, ce n'est pas juste un problème environnemental qui va être réglé par des politiques un peu techniques ou technologiques et qui va concerner surtout certaines grosses entreprises liées aux énergies fossiles. C'est vraiment une sorte de matrice économique qui va redéfinir l'économie de demain. Et donc, il faut absolument sortir le changement climatique de son silo d'un peu de problèmes environnementaux spécifiques pour vraiment le considérer comme une matrice qui va influer sur tous les choix économiques de demain et qui va influer aussi sur les marchés. Vous parlez de matrice. Ça me fait penser que ce qui est mesuré, ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Il faut des indicateurs. Vous nous avez parlé de trajectoire, de prix du carbone. On a besoin de pouvoir auditer, c'est-à-dire en tout cas mesurer ces transformations. Est-ce qu'il faut s'attendre à l'apparition de nouveaux indicateurs ou est-ce qu'il faut en inventer de nouveaux pour guider cette transformation? Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra regarder dans les entreprises? Deux choses. Je pense qu'à l'avenir, il va y avoir une nécessité d'une plus grande prise en compte des externalités environnementales qui jusqu'ici n'étaient pas intégrées dans les bilans, dans la comptabilité des entreprises. C'est quelque chose qui va devoir être intégré de plus en plus, y compris potentiellement par des mesures réglementaires qui vont de plus en plus imposer que cela soit intégré dans la comptabilité des entreprises. Un autre indicateur qui va être de plus en plus demandé, ça sera le bilan carbone des entreprises. C'est-à-dire qu'en même temps que leur compte annuel, vraisemblablement dans le futur, les entreprises devront communiquer leur bilan carbone et pas seulement les grosses entreprises, comme c'est plutôt le cas aujourd'hui, ça va être le cas aussi des plus petites entreprises, des TPE et des PME également. Et puis, il y a potentiellement de nouveaux indicateurs qui vont être développés. J'ai parlé du bilan carbone de certains plats dans les restaurants. Voilà, c'est typiquement le type de nouveaux indicateurs qui va devoir apparaître dans la communication aux clients, de la même manière que les nouvelles voitures mises en circulation doivent aujourd'hui afficher clairement quel est leur rejet de CO2 au kilomètre ou au 100 km. Donc voilà, il y a à la fois, je dirais, des externalités qui vont devoir être incluses dans la comptabilité, des bilans carbone qui vont être demandés, qui vont devoir être communiqués en même temps que les comptes annuels, et certains indicateurs qui vont être demandés soit par le marché, soit par les pouvoirs publics. Alors, dans le cadre des actions très concrètes à mettre en place, est-ce que le numérique vous semble être au fond une vraie solution pour, je ne sais pas, diminuer les coûts, diminuer le papier, diminuer l'empreinte carbone? Ou est-ce qu'au fond, les solutions sont parfois un peu plus subtiles que ça? Est-ce que le numérique va sauver le monde? Non, soyons clairs, le numérique ne va pas sauver le monde. Il est certain que le numérique, on le voit, offre des fonctionnalités de plus en plus intéressantes pour les entreprises, potentiellement pour réduire les coûts de certains déplacements ou parce qu'on voit que toute une série d'activités peuvent se faire sans forcément devoir se déplacer. Maintenant, il faut être conscient que le numérique a aussi un impact carbone très, très lourd. Si Internet était un pays, par exemple, il serait le 5e pays le plus consommateur d'électricité au monde. Et donc, il faut quelque part veiller, et là je crois que c'est vraiment un point aveugle aujourd'hui de la transition énergétique, veiller à prendre en compte aussi l'impact carbone du numérique.
Un exemple que je vois très souvent et qui m'énerve, c'est de voir le nombre de gens, y compris dans les entreprises, qui, au bas de leurs emails, ont cette petite formule « Pensez à l'environnement, n'imprimer cet email que si nécessaire ». En réalité, le bilan empreinte carbone d'un email stocké sur un serveur est infiniment plus grande que le bilan carbone d'un email qui sera imprimé, effacé et rangé dans un classeur. Et donc, ça, quelque part, j'insiste sur le fait que l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui, elle reste mal communiquée, alors que pourtant elle est assez bien mesurée et qu'on a toute une série d'études qui existent. Aujourd'hui, les gens s'imaginent encore volontiers que le numérique n'a pas d'empreinte carbone, alors qu'il a une empreinte carbone considérable. Une des sources essentielles d'émissions de gaz à effet de serre en France, ce sont par exemple les data centers, c'est-à-dire les entrepôts géants qui vont stocker toutes les données, et notamment les données liées à la vidéoconférence, comme aujourd'hui, ou aux films ou aux séries qu'on va regarder sur Internet. La vidéo aujourd'hui représente environ 65% du trafic mondial d'Internet. Et donc, effectivement, il y a aussi certaines choses à faire pour réduire aussi l'impact, l'empreinte carbone du numérique. Donc, bien sûr, il y aura des solutions technologiques qui permettront de réduire l'empreinte carbone, mais n'imaginons pas que le numérique est la recette miracle. Il a aussi une empreinte carbone considérable. Vous parliez tout à l'heure dans les nouveaux indicateurs d'intégrer les externalités. Quelqu'un nous demande s'il y a une méthode reconnue aujourd'hui pour intégrer ou comptabiliser ces externalités. Oui, alors il y a différentes méthodes de comptabilité, donc je ne peux pas évidemment les détailler ici, mais si vous m'envoyez un email ou si vous m'interpellez sur les réseaux sociaux, je peux vous pointer vers différentes méthodologies qui ont été développées par plusieurs économistes et qui comportent aussi des guides pratiques d'intégration des externalités. Des think tanks français comme l'IDRI ou le Shift Project ou des cabinets comme Carbone 4 ont développé des méthodologies qui permettent aux entreprises d'intégrer ces externalités, et notamment de faire des bilans carbone qui intègrent ces externalités. Donc aujourd'hui, il y a des méthodologies éprouvées qui permettent de le faire assez simplement. Nous allons arriver bientôt à la fin de cette conférence et j'ai à cœur de revenir au concret, de revenir au direct. Quelle serait, d'après vous, la première étape, la première chose à faire aujourd'hui pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent aider ou accompagner leurs entreprises dans cette transition écologique? C'est quoi le premier pas? C'est toujours difficile, évidemment, de se dire quel est le premier pas. J'ai envie de dire que le premier pas, à mon avis, aujourd'hui, il est de regarder où est placé l'argent de l'entreprise et comment est investi l'argent de l'entreprise, y compris en banque. Un des leviers principaux de lutte contre le changement climatique qui n'est pas suffisamment mobilisé aujourd'hui, c'est la finance. Et beaucoup d'entreprises ont des placements, ont une épargne qui, quelque part, sert à financer, parfois à leur insu, des projets d'énergie fossile. Donc, regardez la question de la trésorerie. Ça me paraît être un élément qui, aujourd'hui, est un point aveugle et pourtant est un point très facile à régler et qui n'a pas vraiment d'impact sur le caractère opérationnel de l'entreprise. Le deuxième impact, c'est aussi de mettre l'entreprise, quelque part, en route. Et ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, lorsque je parle à des entreprises, il y a parfois des gens qui me disent « Oui, moi, je suis convaincu qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela, mais mon management n'en est pas encore convaincu, ou ça va poser un problème avec les actionnaires, etc. » Et donc, je crois qu'il faut véritablement pouvoir mettre tout le monde, quelque part, dans le même bateau et faire comprendre à tout le monde, comme je le disais, que ce n'est pas juste un petit problème, quelque part, environnemental, mais que ça va véritablement devenir un enjeu matriciel. Et puis deux autres étapes, alors je ne sais pas dans quel ordre il faut les faire, mais à faire en tout cas dans les premières étapes, c'est que chaque entreprise, y compris les petites entreprises, réalise leur bilan carbone, ne serait-ce que pour voir où elles en sont, que pour voir où se trouve effectivement leur empreinte carbone et donc la possibilité de les réduire. Et c'est souvent à des endroits relativement inattendus, et que chaque entreprise réalise aussi un diagnostic de vulnérabilité. Ça me paraît très, très important par rapport aux impacts du changement climatique,
pour éviter de nous retrouver demain dans une situation d'impréparation comme celle de la crise du coronavirus. Une dernière question peut-être pour mettre en balance tous ces éléments que vous venez de nous dire. Monsieur Marcinkovski, pardon, nous fait remarquer que d'après de très nombreuses études, notamment l'étude de Neve de 2014, le bien-être semble stagner depuis 1973, et ce, malgré une production de produits, de services qui apparemment, n'ont pas d'impact sur notre bien-être et sur notre bonheur. La question est donc, n'est-il pas nécessaire que les entreprises réduisent la quantité de biens et de services produits pour les engagements climat? Il faut en tout cas vraiment se poser la question. Et la question du bien-être, qui est après tout l'objectif premier de toute politique, qu'elle soit industrielle, économique ou sociale, doit vraiment se poser. Et on voit effectivement qu'il y a une rupture à la fin des années 60 et au début des années 70, qui est liée à la fois au choc pétrolier de 73 et qui est liée plus globalement au fait que pendant toute la partie de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 60, on a associé le bien-être quelque part à une idée de plus. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous restons quelque part prisonniers de ce schéma qui va associer la croissance du bien-être à l'idée de plus. Et je crois que le défi aujourd'hui, c'est de l'associer non pas à l'idée de plus, mais à l'idée de mieux. Et donc, ça passe notamment par d'autres indicateurs. Je pense qu'aujourd'hui, en matière de politique économique ou monétaire, le PIB ne peut plus rester le seul indicateur, il faut pouvoir le compléter par d'autres indicateurs. Et je pense effectivement qu'il y a sans doute une réflexion à avoir sur la quantité de biens et services produits. On a tendance parfois à imaginer que quelque part, plus nous allons avoir de biens et de services qui seront produits, mieux ce sera pour notre bien-être. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie question à nous poser et que le changement climatique nous invite à nous poser, c'est la manière dont ces biens et ces services sont produits. Et je pense que ce qui permettra de redéfinir le bien-être et de nous replacer à nouveau dans une situation où le bien-être augmente, ça sera sur la qualité de ces biens et de ces services produits, ce qui évidemment va avoir un impact aussi sur leur prix, mais ce qui permettra aussi de ne pas lui raisonner uniquement en termes de quantité. Je dirais que nous ne sommes plus aujourd'hui dans la période entre l'après-guerre et la fin des années 60, mais quelque part nous restons un peu coincés avec ce logiciel de croissance. Aujourd'hui, l'enjeu, je crois, c'est d'associer la croissance au mieux et pas uniquement la croissance au plus. Eh bien, c'est sur cette très belle nouvelle définition de la croissance et donc nouvel horizon commun que va se terminer cette non-conférence de l'IFACI. Je tiens à vous remercier toutes et toutes pour votre attention. Évidemment, merci beaucoup à Monsieur Gemène pour son temps et toutes ses indications ce matin. Je précise qu'aura lieu cet après-midi avec Monsieur Gemène un atelier de mise en pratique qui vous permettra là aussi d'aller encore plus dans le réel et dans le concret de cette transition. Et je vous rappelle également que vous allez recevoir un sondage de satisfaction et qu'il nous est à tous très utile pour savoir comment, eh bien, nous aussi, quels indicateurs nous sont utiles pour améliorer notre proposition. Monsieur Mocard, je crois que la conclusion vous revient. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, François Gemène, pour ce partage de connaissances. Merci également, Alexandre, pour cette facilitation. Merci à tous et à toutes et à tous d'évaluer maintenant cette session en renseignant le formulaire que vous voyez s'afficher devant vos yeux. Nous avons conçu cette conférence pour permettre à tous de se projeter dans les transformations de nos métiers. Nous espérons avoir contribué autant que possible à cet objectif. Pour aller plus loin sur cet objectif particulier de l'environnement et notamment formuler, poser les questions concrètes qui se posent pour vos organisations, n'oubliez pas effectivement l'atelier de ce soir à 17h30 avec François Gemène sur le sujet de la comptabilisation, les externalités de la comptabilité multicapitaux. Je vous invite également à suivre les discussions sur notre groupe Workplace Performance Multicapitaux et notre partenariat avec la chaire Audencia. Poursuivons cette conversation sur les plateformes de l'IFACI. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir.